En Thaïlande, on parle souvent du roi, mais c'est marrant comme parfois on n'a pas besoin d'en parler autant que ça pour voir à quel point il peut être partout. Il peut être dans les gestes, la gestuelle des gens, dans le quotidien, ou même parfois dans le silence et dans les codes. Même moi qui ai grandi à des milliers de kilomètres d'ici, bizarrement c'est drôle comme j'ai eu besoin de me retrouver également dans les codes qu'il peut y avoir ici en Thaïlande. Et puis, surtout les codes qui sont dictés par la famille royale. Aujourd'hui, on est dans un endroit un peu particulier. On est au Maluk Kadayawan, qui est le palais à l'entrée de Hue, le palais qui a été fondé par Ramasis en 1923. Un roi un peu atypique. Il était insomniaque, poète, bref, un artiste qui a eu cette idée de créer un palais, non pas en or, mais un palais qui laissait passer un petit peu le vent et qui montre en fait pas mal son côté artiste et son ouverture qu'il pouvait avoir à cette époque-là. Alors ce palais, comme je disais, a été construit donc en 1923 par Ramasis, qu'on appelait également Washirawut. Il a construit parce qu'en fait, il était à Bangkok et puis il avait quelques petits problèmes de santé, du stress, il avait quoi? Des insomnies, des choses comme ça différentes selon la vie royale qui devait pas mal le stresser et donc son médecin lui a préconisé de se reposer, de prendre du temps plutôt en bord de mer. Donc de là est venue l'idée de créer donc ce palais. Au départ, donc il voulait partir sur Hue Hin parce que Hue Hin était déjà à la mode et puis avait déjà voilà tout l'intérêt qu'on connaît de Hue Hin. Mais le problème, c'est que s'il venait à Hue Hin, la station balnéaire était déjà développée et tout. Les Thaïs ne peuvent pas aller là où se trouve la famille royale. Donc en fait, ça aurait un petit peu bloqué les choses. Donc lui, afin de faire preuve également un peu de discrétion, a décidé de créer ce palais entre Chaham et Wahin, en plein milieu de nulle part, entre la mer, les forêts et pas grand-chose. Comme ça, il savait qu'il allait déranger personne et que on n'allait pas devoir déplacer des villages ou des choses comme ça. Au niveau de la construction, comme on peut voir, bah, elle est quand même d'un style assez humble. C'est-à-dire que là, le but, bah, c'était de laisser passer le vent, de montrer que on n'était pas dans le contrôle ou la soumission de la nature, mais plutôt dans une construction où on était avec elle. Donc là, on peut voir les 1000 colonnes qui ont été utilisées pour, ce palais et puis là, pareil, au niveau du teck qui est utilisé, si on regarde partout, il n'y a pas un seul clou. Tout est posé, tout est construit à la manière, siamoise. Et même le nom de ce palais qui s'appelle Malukatayawan, qui vient du sanskrit et qui veut dire le jardin des daims. Et la raison à ça, bah, c'est, l'endroit où Bouddha aurait donné son premier enseignement dans ce parc ou ce jardin des daims. Donc voilà la signification de ce nom pas facile à prononcer. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans l'intimité du roi, parce que ce palais, c'était pas uniquement une belle architecture ou quelque chose, pour faire, pour montrer aux visiteurs, un siècle plus tard, mais c'était un vrai lieu de vie et on sent que ce roi-là, bah, il était quand même raffiné. C'est que là, on n'a pas pu filmer le premier étage, mais quand on va voir les différentes places, c'est pour ça, venez voir, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez voir que la plupart des choses, vous avez des tomates italiennes qui sont apportées au-dessus, vous avez, un style victorien qui a été pris sur certaines chambres. On peut reconnaître certains styles français, mais tout ça n'est pas on va dire ça ne se confronte pas. On sent vraiment que tout ça est fait avec goût et on voit comme on a pu associer la modernité de l'époque européenne avec la modernité de l'époque ici. On trouve des jolies baignoires justement en sabot, je sais pas si c'est style victorien ou français, mais c'est voilà, on c'est très, très beau et intéressant de voir ici. Pareil quand on va dans la chambre à coucher du roi qu'on peut voir ici, on peut voir sa penderie avec là où il avait l'habitude de s'habiller justement de différemment chaque jour de la semaine. Le lundi, c'était le jaune, le mardi, le rose. Quelque chose qui est resté encore. Vous avez encore beaucoup de Thaïlandais qui s'habillent de couleurs différentes, en fonction, du jour, de la semaine. Dans sa chambre, il dormait sous une moustiquaire, hein, c'est classique, hein, c'est quand même on était en 1923, mais avec le vent qui passe et toutes ces ouvertures, faisait que tout ça respirait. On peut voir un endroit, là vous verrez quand vous visiterez, qui est vraiment tout en bout là de l'aile, du palais.
qui était, on disait, son endroit préféré. C'était son bureau. C'était très simple, juste une table face à la mer où il écrivait, il semblerait, la nuit jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin, des pièces de théâtre, des journaux, des manifestes. Enfin, en gros, il écrivait beaucoup et il écrivait bien. C'était un roi écrivain et quelque part, un roi qui préférait la plume à l'épée. Donc ici, on est dans la salle Summerson. Cette salle-là, elle servait de lieu de réception, mais également de salle de théâtre. Et donc ici, c'est vraiment une pièce d'histoire. Comme je le dis depuis tout à l'heure, le roi Ramassis était écrivain, était acteur, était un féru des arts. Il a étudié en Angleterre, l'art, la comédie, on va dire le théâtre. Il a ramené ça justement d'Angleterre, de son éducation. Ici, là, dans cette salle de réception Summerson, les dames se mettaient au premier étage pour regarder les pièces qui se jouaient en bas et en bas, vous aviez les hommes, mais c'était les femmes d'un certain milieu, bien entendu et par contre, ceux qui étaient pas, qui venaient du peuple pouvaient regarder les pièces, mais ils étaient, vraiment mis dans un coin et regardaient de loin, heu, par respect pour l'aristocratie et puis également beaucoup par, timidité. Donc, le roi ici Ramasis a joué entre autres, le roi Midas qui était, donc une pièce occidentale. Il l'a joué avec, son épouse de l'époque face aux convives ici qu'il avait invités. Moi, ça me fait un petit peu rire parce que j'imagine aujourd'hui, aller à l'Élysée et puis de voir, Macron jouer une pièce de théâtre avec Brigitte comme ça, c'est quand même une mentalité, qui était très différente. Il y avait même des coulisses, un coin pour changer, des systèmes d'éclairage avancés pour l'époque. C'est que le roi avait son propre escalier, un truc, c'était en colimaçon, il est encore visible, il est caché pour monter discrètement à l'étage et puis regarder la suite du balcon. Donc ce théâtre, au fond, c'était son passe-temps, c'était un miroir royal, c'était sa passion. C'est-à-dire qu'il a eu cette chance ou je sais pas, en tout cas la vie a fait qu'il est né roi, mais il a pu faire ce qu'il voulait et ce qu'il voulait avant tout, c'était vraiment pouvoir vivre pour les arts et son palais reflète pas mal ça ici, donc voici la salle Summerson. Donc voilà l'escalier en colimaçon dont je parlais. Donc le roi, quand ça jouait et il passait ici discrètement, il montait pour pouvoir ensuite du balcon, pouvoir voir la pièce, comment elle se passait en bas. La salle Samason, donc je vous disais, c'était de l'art, le théâtre, mais il y a également des événements sportifs. Même aujourd'hui, il y a encore des événements de badminton qui se jouent ici. Mais à l'époque, quand on peut voir, il a ramené le cricket justement d'Angleterre. C'est l'endroit dont je vous montrais tout à l'heure quand on prend l'escalier en colimaçon. Donc le roi montait en haut sur ce balcon où il pouvait regarder la pièce qui se jouait ici d'en bas, d'en haut. Donc quand il jouait pas, il se glissait dans les escaliers, il montait et puis il regardait d'en haut. Donc de nos jours, il y a encore des pièces qui se jouent ici. On utilise la plateforme supérieure en fait comme, comme un des endroits, une des pièces de théâtre, enfin des pièces qu'on appelle ça comme une scène, pardon. Donc la plateforme supérieure est utilisée comme une scène et en fait les gens
sont de l'autre côté, là-bas, sur l'herbe et c'est une vue comme ça, donc sur le palais royal. On utilise la scène d'en bas, la scène d'en haut et puis ainsi que devant et donc voilà, même dans des représentations modernes, on utilise encore ce palais qui est resté dans cette essence théâtrale. Donc là, on marche, on se dirige vers, donc le bureau du roi qui est là au bord de la mer. Donc ça me fait penser et puis surtout un truc qui m'a toujours marqué en Thaïlande, c'est quand même ce rapport et cette conception du respect. Mais quand je dis conception, c'est pas qu'un concept, c'est-à-dire qu'il est là vraiment partout et puis dans l'essence de la culture thaï, mais en même temps tout est hiérarchisé et qu'il y a un ordre et cet ordre aussi bah, c'est ça qui crée ce respect. Là, tout à l'heure, quand on était dans la salle de théâtre, il y a un endroit où les femmes se mettent, un endroit où les hommes se mettent, un endroit où les enfants sont. On peut pas laisser les enfants courir n'importe où, faire n'importe quoi. Il y a une hiérarchie des choses. Et je sais pas si c'est bien, c'est pas bien, mais ça crée un ordre et cet ordre-là crée aussi un certain respect qu'on veut au quotidien. Pareil, il y a des choses qu'on apprend ici, on ne crie pas, on ne demande pas le respect, c'est des gestes, c'est des choses qu'on se partage, quelque chose qu'on a également en France, mais qui est très fort ici en Thaïlande et qu'on ressent dans cet endroit, c'est les choses qu'on apprend aux enfants. C'est que moi, quand j'étais petit, on ne laissait pas un livre par terre, mais c'était quelque chose même dans la culture thaï qui est très très important. On ne laisse pas un livre par terre. On n'écrase pas un livre, encore plus accidentellement, parce que là, on est sur le savoir. Le savoir est quelque chose d'important. Donc, c'est des choses qu'on inculque aux enfants. Et pareil, ici, le respect, comme je vous disais, il ne se crie pas, il ne s'impose pas. Il se transmet par des gestes, par des silences. Ici, par l'architecture elle-même. Tu marches pas n'importe comment, tu parles pas à n'importe qui comme à ton ami. Et parfois, en tant que franco-thaï, tu es un peu entre deux mondes. Entre la liberté de te remettre en question et cette éducation qui te dit quand même, commence par écouter avant de demander ou exiger quoi que ce soit. Tu vois, ce qui est intéressant quand tu as grandi entre deux cultures, quand tu es franco-thaï, c'est que tu as ou américano-thaï, anglais-thaï, enfin écossais-thaï, c'est que bah, tu as un pied dehors et tu as un pied dedans. Et quand tu as grandi dans la culture européenne, en tout cas française, on t'apprend à débattre, à questionner, à secouer un peu l'ordre établi, à faire, comme dirait Descartes, la tabula rasa, c'est-à-dire la table rase de notre savoir pour remettre en question les choses. Et ben, ici en Thaïlande, on est sur une approche un peu différente où plutôt que tout remettre en question, commence peut-être déjà par observer, parfois te taire, et puis essayer déjà de comprendre les choses avant de dire: «C'est pas ça» et c'est vrai quand on grandit un peu dans ces 2 choses, bah, parfois on sait jamais, enfin on sait pas sur quel pied danser. Donc c'est sûr, c'est pas toujours évident. Il y a des moments où on sait pas trop comment se placer, mais avec le temps, on comprend que c'est pas forcément l'un contre l'autre, mais c'est plutôt 2 façons d'être au monde. Ce palais ici, il est né de ça aussi, d'un roi qui a étudié à Oxford, qui est revenu, qui a fait un palais profondément taille, dans son infrastructure, dans sa manière, qui est proche de la nature, qui ne cherche pas à la soumettre, mais plutôt à vivre avec et ce palais, pour moi, il vient un peu on peut s'ouvrir, tout en restant traditionnellement qui on est également et ce palais, pour moi, il représente quand même pas mal toute cette chose du regard franco-thaï, du métis ou de la double culture. C'est ce palais-là, c'est-à-dire un roi étudiant en Angleterre qui est revenu et qui a mixé les 2 dans ce palais. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette dernière vidéo un peu différente de ce qu'on fait habituellement, bah, vous plaira quand même. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. De cliquer sur les notifications. Je vois qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés ou alors les vidéos sortent et les gens les regardent 2-3 jours après. Donc ne ratez rien et puis là, bah, on est au palais Maluk Kadayawan et bah, venez à Wayne, venez à Chaham, sur la route, n'hésitez surtout pas à venir ici, parce que c'est magnifique, le palais vaut le détour, l'endroit est génial, on est en bord de mer, et c'est quand même un petit bout d'histoire tout ça. Un petit dernier mot avant de finir, c'est que ce palais, c'est pas qu'un vestige du passé, ce palais pour moi il incarne beaucoup de choses, parce que c'est l'histoire d'un roi qui voulait être poète. C'est l'histoire d'un roi qui a pas construit en marbre et en or, mais qui a posé du bois dans le respect, on revient là-dessus, de la nature, de l'endroit, des gens, pour laisser passer le vent. Parce que voilà, il faisait chaud et tout.
Donc ce palais pour moi, il transmet le respect, il transmet qu'on peut être ce qu'on a envie d'être et qu'il faut juste se lancer. Donc toute cette dualité et voilà, pour moi ce palais, il est important parce que c'est si on écoute bien, c'est un petit bout d'histoire qui nous murmure à l'oreille. J'espère que vous l'avez entendu aussi et sinon n'hésitez pas à venir, vous allez voir, en silence, on entend des choses. Allez, à bientôt. ทานอาหารตอนค่ำนะคะ ตอนค่ำโอเคครับเป็นแบบตะวันตกเลยค่ะ ครับ Je viens de parler avec la guide là, qui est ici, qui nous dit que cet endroit, c'est le Hong Sawai. Donc en fait, c'est un langage royal thaïlandais pour dire la table à dîner, uniquement le soir, pas la journée. Donc voilà, il y a un langage différent quand on s'adresse à la famille royale ou le langage courant thaï. Donc là, Hong Hampen, Hong Sawai.